Je voudrais maintenant, puisque pour ceux qui sont restés, merci de m'avoir écouté, que vous regardiez rapidement un petit film, très court, très bref, qui a été fait par David Castello-Lopez, qui est... Il est là. Il est là. Eh ben, si vous dites un mot, on coupe le film de chaque minute que vous ajoutez, mais vous avez le droit au moins à 30 secondes. Et donc je vous présente David Castello-Lopez qui va vous présenter surtout son film, mais vraiment, présentation très courte. Oui, donc je m'appelle David Castello-Lopez, je suis journaliste à Canal+, où je fais une rubrique qui s'appelle le Chiffroscope, et mon métier c'est simplement de trouver des façons les plus innovantes possibles d'expliquer simplement des choses compliquées, et j'ai appliqué ce principe à l'économie de la culture à travers l'histoire d'un personnage auquel il arrive 3 choses banales, chacune de ces choses révélant un argument économique en faveur du financement public de la culture, et j'ai fait ça avec Léonard Cohen, qui est un dessinateur et mon collègue. Voilà. C'est le 15 août, aux Tuileries. Il est 12h30. Calé sur un siège en plein soleil parmi les cris aigus d'enfants qui se pourchassent, vous avez terriblement soif. Vous marchez jusqu'à l'échoppe de la place de la Concorde et vous achetez des limonades, une par une. La première vous emplit d'une volupté profonde, à la seconde, le plaisir est un tout petit peu moins intense, à la troisième, vous êtes saturé de fraîcheur et de sucre et vous décidez de ne plus boire du tout. Sans y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. Car à quelques mètres de là, un quatuor à cordes joue un morceau de Schubert. Vous ne connaissez presque rien à la musique classique, mais vous connaissez ce morceau, car un professeur de musique vous l'a fait écouter en classe de 4e. Vous vous approchez et vous reconnaissez les trilles touchantes qui vous avaient marqué à l'époque. Contrairement à la limonade, cette seconde expérience de Schubert vous apporte plus de satisfaction que la première. Satisfaction qui grandira encore lorsque vous l'écouterez pour la 3e fois. Schubert vous fera peut-être apprécier Beethoven, qui lui-même vous mènera vers Brahms. Vous déposez 10 € dans l'étui du violoncelle et vous prenez le CD du quatuor. La musique et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez de musique, plus vous lisez de livres, plus vous fréquentez les musées, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente. Mais il faut que cet enchaînement soit amorcé. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué ce rôle d'amorçage en vous offrant, par le biais du professeur de musique, une première dose de Schubert. Et c'est à cette première dose gratuite que l'économie française doit à présent les 10 € que vous venez d'y injecter. Vous remarquez alors 2 jeunes touristes américaines visiblement perdues. Elles vous demandent de leur indiquer le Sacré-Cœur. Vous leur répondez dans un anglais bancal que c'est là-bas, de l'autre côté de la ville. Elles sourient et complimentent votre accent crémeux avec des superlatifs en ing. Vous êtes visiblement français et cela vous procure d'emblée un capital de sympathie gigantesque. Or, qui vous a offert ce prestige sinon le travail multiséculaire de la culture française? La grande cuisine, les films de la nouvelle vague, la littérature libertine. Les auteurs de ces créations ont produit des objets qui ont contribué au rayonnement de la France, rayonnement dont vous recueillez aujourd'hui les effets, debout sur la place de la Concorde, sans avoir pour eux déboursé le moindre centime. Vous ne le savez toujours pas, mais vous êtes en train de profiter de ce qu'en économie, on appelle une externalité positive. Le marché libre étant incapable de la prendre en compte, c'est l'État, par l'intermédiaire de la subvention, qui doit décider de son importance. Tous les 3, vous prenez alors un taxi qui traverse la ville. Arrivés au Sacré-Cœur fraîchement rénové, vous payez le chauffeur avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le monument. Et vous passez votre soirée à boire des cocktails compliqués. Les limonades des Tuileries, le disque de Schubert, le taxi, les cocktails. Auriez-vous fait tous ces achats si à 2 pas de vous ne se trouvait pas un espace public qui valait qu'on s'y attarde? En payant les jardiniers qui entretiennent les allées des Tuileries, en aménageant les trottoirs de la Concorde, en rénovant la toiture du Sacré-Cœur, l'État vous y a fait venir et a déclenché des dépenses que sans lui vous n'auriez sans doute pas faites.
Votre argent a enrichi des commerçants qui l'utiliseront à leur tour pour faire des achats. C'est ce qu'on appelle enfin l'effet multiplicateur de l'investissement culturel. En une demi-journée, vous avez illustré successivement 3 grands principes économiques qui justifient chaque année l'investissement public dans la culture. Alors, nous attendons celui qui doit vous résumer ce que vous avez vu, écouté, entendu. Je crois qu'il est dans les sous-sols, il monte lentement parce que c'est Jean Plantu. Alors, je vais revenir une seconde, puisqu'il n'est pas là, sur celles et ceux qui vous ont croqué, enfin, ils ont surtout croqué les intervenants tout au long du forum. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais donc je vais le répéter pour ceux qui étaient là. Ils se cachent là. Si les dessinateurs venaient un peu m'entourer, puisque Jean n'est pas là. Non, ils ne veulent pas venir. You are speaking only English, that's the reason you... Voilà, vous parlez que l'anglais, c'est pour ça que vous venez pas me voir, n'est-ce pas? Est-ce que les dessinateurs peuvent descendre me rejoindre ici? Alors, on va commencer par vous parce que il y a de nombreuses raisons, mais la première, c'est que vous êtes tunisienne, donc vous allez dire juste un mot, vous exprimez beaucoup mieux à travers vos chats, mais je suis sûr que vous exprimez également très bien par la parole. Alors, juste un mot en attendant Jean, parce que je vais dire à Jean qu'on n'aurait pas le temps de vous faire venir. Comme c'est Jean qui n'est pas là, vous n'allez pas présenter Jean, mais juste un mot. Et d'ailleurs, vous allez présenter également votre collègue, parce qu'il y en a un qui ne parle que l'espagnol et on n'a pas de traduction espagnole là-bas. Bon, alors une vénézuélienne et un cubain, c'est formidable. Alors, je vous présente un dessinateur palestinien, Khalil, un dessinateur cubain, Boligan, une dessinatrice du Venezuela, Raima, et puis Michel Kishka aussi, qui était avec nous, et Eliza Donnelly, des États-Unis, voilà, qui était là. Et on forme Cartooning for Peace, et on est toute une équipe de dessinateurs qui faisons de la satire, qui faisons de la critique politique, chacun dans nos pays, et on se rencontre pour critiquer justement toutes les différences et toutes les discriminations qu'il peut y avoir dans les différents pays. On dessine pour la paix, on dessine pour résister à la censure, résister à la tyrannie. Alors, je crois que chacun l'a vu tout à l'heure, un dessin peut faire beaucoup plus qu'un long texte, surtout qu'en général le long texte est censuré, et que peut-être que c'est vous qui êtes dans la situation la plus complexe, que vous exprimez en un mot comment vous essayez, enfin tous les deux d'ailleurs, comment vous essayez de passer un dessin qui ne sera pas refusé par la censure et comment vous évitez d'aller en prison. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ceci dit, je m'efforce d'échapper à la censure en essayant de m'auto-censurer parfois. Et puis, j'essaye de m'appuyer sur des symboles aussi et des messages implicites, messages qu'on ne peut pas comprendre directement, qu'on ne peut comprendre que par la bande, indirectement. Mais ça n'est pas facile parce qu'il y a la censure israélienne et puis la censure palestinienne également. Les sensibilités aux critiques sont exacerbées et la caricature est une arme parfois plus dangereuse encore que les mots. Elle est 2 fois plus sensible, cette
critique des dessinateurs. Ceci dit, c'est mon boulot, j'y suis habitué et je pourrais difficilement vivre sans. Merci. Concernant la censure, j'ai pas de patron. Sur ma page Facebook ou Twitter, je décide toute seule de publier les dessins que je veux. Sinon, je travaille pour Ciné Mensuel en France et là, j'ai carte blanche, zéro censure aussi. En Tunisie, je travaille pas pour les journaux parce qu'ils sont pas indépendants. Ils appartiennent tous à des partis politiques et je veux garder ma liberté. Et pour éviter la prison, je cours vite. Bravo aussi. Bueno, en Venezuela tratamos de que la caricatura y la crítica sea un juego de inteligencia. Siempre la creatividad. Rai m'a dit que... Vous m'entendez? Oui. Rai m'a dit que, voilà, au Venezuela, elle essaie justement que la critique soit un jeu. Que la crítica sea un juego de inteligencia, un jeu d'intelligence, el uso de la creatividad por encima de entender la realidad, de poder traducir. Que ça soit une manière de pouvoir traduire la réalité gráficamente y pasar por encima de los propios tabúes. Représenter la réalité d'une manière graphique et pouvoir aller au-delà des tabous. Et à Cuba? Bueno, sí soy de origen cubano, más llevo 20 años viviendo y trabajando en México. Boligan est d'origine cubaine, mais cela fait 20 ans qu'il habite au Mexique, à Mexico. Trabajo como caricaturista editorial para un diario que se llama El Universal. Il travaille pour le journal mexicain qui s'appelle El Universal. Yo pienso que la censura y la libertad de expresión, o sea que no hay libertad de expresión o censura, libertad de expresión en todo, que no existe la libertad de expresión plena. Il pense qu'il n'existe pas pleinement la liberté d'expression. Por ejemplo, en México, el gobernante, el presidente, lo elige prácticamente los empresarios. Il dit que le président au Mexique est pratiquement élu par les médias, par les entreprises. Entonces es una especie de administrador, más bien. Il est surtout un administrateur du pouvoir. Y los problemas de censura en nuestros periódicos es más bien con los patrocinadores que pagan la publicidad en el periódico. Et il dit que les problèmes de censure dans les journaux, c'est surtout dû aux entreprises qui payent la publicité qui va apparaître dans les journaux. Que a la vez son quienes eligen al presidente. Et qui sont en même temps ceux qui vont élire le président du pays. Merci. Mon cher Jean, voilà. Vous êtes là, vous avez résumé tout le forum. Bon, voilà, c'est parfait. On vous regarde. Ah ben non, j'imagine qu'on n'est plus par le temps. Non, mais on vous regarde quand même rapidement. C'est parce que mes copains comme Khalil, comme Raima, comme Nadia, comme Boligan, ils sont incroyables. Par exemple, regardez ce dessin de Boligan, le graphisme de ce dessinateur, qui est souvent d'ailleurs que vous pouvez voir souvent dans... C'est Christophe, il est mal branché. Qui est souvent utilisé dans le courrier international et c'est un graphisme latino-américain. Et là, on s'aperçoit que, justement, alors ce dessin, c'est joli ça. C'est vu par l'œil d'une burqa du Qatar. Donc ça nous ramène à un dossier que nous avons évoqué hier. C'est joli. Elle ne voit pas grand-chose, les femmes en burqa. Mais enfin bon, voilà. Donc c'est... Voilà. En tout cas, ce graphisme est très intéressant. Vous le trouvez évidemment dans le Courrier International. D'ailleurs, Willis from Tunis, exactement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, tous les mercredis, je vous le dis, on fait une page dans le journal Le Monde grâce à Lise Tout le Monde et à Laurence Le Petit et à Claire qui travaillent avec nous au journal. Et vous pouvez apprécier toutes les semaines, le mercredi, dans les pages géopolitiques, le graphisme de ces dessinateurs extraordinaires. Je veux dire, si
et je vous remercie beaucoup Nicolas de nous donner l'occasion de faire vibrer les images au sein du forum, mais c'est tout simplement, on a tous dans la tête des cellules qui sont faites dans de vrai, et je le dis aux cinéastes, je le dis aux peintres, je le dis aux architectes, ils le savent, mais notre premier jour sur la planète, quand on est né, nous avons des cellules qui comprennent non pas l'hébreu, non pas l'arabe, non pas le français, non pas l'anglais, elles comprennent l'image. Et ce sont ces images que nous savons nous raconter, et d'ailleurs j'en profite pour dire un hommage à toutes les équipes techniques du forum, parce que c'est exceptionnel, exceptionnel. Je remercie aussi les interprètes qui ont fait un boulot fabuleux. Et du coup, je pense à interprètes, je pense que vous êtes les dessinateurs, les interprètes de vos sociétés civiles et du combat que nous menons. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et je vais terminer dans une minute, avec Nadia, nous avons réussi et réuni des dessinateurs du Maghreb. Et je vous le dis parce qu'on manque de moyens à Cartooning for Peace, parce qu'on voudrait que cette union de tous ces dessinateurs de ce Maghreb en mouvement, on a fait venir même des dessinateurs de Tripoli, des Libyens, c'est pas facile, à Tunis, c'était il y a un mois, avec des Algériens, avec des Marocains, avec tous les dessinateurs tunisiens, et on a réussi à faire une rencontre, on va faire un livre, mais on voudrait faire véhiculer ce regard pacifique de tous ces dessinateurs impertinents et vraiment dérangeant dans nos 28 pays de l'Union européenne, un petit peu endormis, qui a besoin de savoir ce qui se passe à Lampedusa, parce que ce qui se passe à Lampedusa, c'est pas un problème italien, c'est pas un problème tunisien, c'est un problème européen et africain. Et donc, si on comprend Lampedusa, si on comprend les dessinateurs de ce Maghreb en mouvement, on comprendra mieux notre Europe. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que nous faisons à Cartooning for Peace, c'est pas par générosité, c'est pas par humanité, c'est par intérêt. Nous avons intérêt à créer des ponts avec nos crayons. Et puis Boligan, évidemment, il est de la Havane au départ, il est cubain, et il n'a pas quitté Cuba parce qu'il était muselé, mais il a quitté Cuba parce qu'il voulait vivre une autre expérience à Mexico, où là, il n'a pas des problèmes avec Fidel Castro, mais il a des problèmes avec les narcotrafiquants, ça n'est pas si simple. Raima, qui a des gros problèmes, alors vraiment, ils ont fait, il n'y a pas très longtemps, avec Radu Milianou, qui est en train de faire un film que vous verrez sans doute à Cannes pour le cinéma, un film sur Cartooning for Peace, et ils ont filmé à Caracas avec son équipe de Radu Milianou et Stéphanie Valoato. Ils ont filmé le contact et la construction de ce combat entre dessinateurs latino-américains dans un pays où Raima est constamment prise à partie par le pouvoir, non plus de Hugo Chavez puisqu'il a disparu, mais du président Maduro, qui continue à la harceler à la télévision régulièrement, qui donne son nom, qui donne sa vie intime à la télévision, et dans une ville comme Caracas où la violence est terrible. Et donc, de temps en temps, au moment quand elle va au palais de justice, elle se demande s'il ne faut pas qu'elle soit accompagnée de gardes du corps. Kishka, que vous connaissez, puisque tous les ans, comme Liza Donnelly, il vient ici pour faire les dessins pour le Forum d'Avignon, mais aussi, il est là aussi pour construire ce pont avec son ami Khalil Abou Arafet, qui est là, et ils s'embrassent sur la bouche en général. Non, pas, enfin, j'exagère un peu, mais c'est tellement émouvant de les voir ensemble, rien que de les voir pendant 5 ou 7 heures dans un avion. Ils discutent, alors qu'ils sont tous les deux, lui à Jérusalem-Ouest, il est à Jérusalem-Est, mais c'est pas toujours simple. Et donc, c'est grâce à un avion que souvent, ils arrivent à correspondre encore mieux et à échanger leurs idées sur la liberté de penser. Et puis, je vous dis juste, je vous montre juste, parce que j'ai pensé à vous, Nicolas Seydoux, j'ai vu un dessin. Il y a un dessin qui me plaît beaucoup. C'est ce dessin-là, parce que je me dis, on dirait un peu Nicolas Seydoux, mais bon, c'est... Voilà. En tout cas, je voulais vous rendre hommage, parce que si nous avez réunis, c'est qu'on croit en vous. Hein ? On croit beaucoup à l'informatique, on croit beaucoup à Facebook, on croit beaucoup à l'impertinence des réseaux sociaux, mais croire en vous, c'est déjà croire en un avenir d'image, de correspondance entre tous les arts, et surtout, on vous remercie du fond du cœur pour ce vibrant moment qu'on passe ensemble. Alors, ces applaudissements, c'est pas à moi qu'ils s'adressent, ils s'adressent à toute l'équipe du forum,
alors Kaltenbach, Olivier Leguet. Il s'adresse, et je vais sûrement en oublier un ou deux, à l'ensemble des modérateurs, dont vous, Jean, qui avez été évidemment un des très brillants, mais à Denise Bombardier, elle est toujours là, à Italie Talgam, à Olivier Poivre d'Arvor, à Enguerrand Regnault, à Blanche-Neige, à Monique Cantos-Perber, et évidemment à Pierre Lescure, dont j'ai entendu le rire intéressant. À tous les participants, et surtout, je dirais, c'est ceux-là qu'il faut le plus applaudir, c'est ceux qui rêvaient de poser des questions, qui n'ont pas pu les poser, ou à ceux qui en ont posé et qui, évidemment, n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient. Donc je vous demande de les applaudir parce que je ne voudrais pas qu'ils partent trop frustrés. J'ai cité nos partenaires à l'entrée, donc je ne le récite pas aujourd'hui, mais il y a une personne qui a fait un travail dans l'ombre formidable, c'est Catherine Kant de Publicis, et je tiens donc à la remercier. Alors, en attendant la ministre, nous allons tout de suite, ben voilà, vous êtes là, vous partez, je ne vois vraiment plus ce que je vais avoir à faire, c'est formidable. Vous voyez que vos applaudissements, à quel point ils ne servent à rien, puisque je ne sers à rien. Je suis un petit monsieur loyal, donc la ministre sera là d'ici un petit quart d'heure, et en l'attendant, Michelangelo Pistoletto et Christophe Ono dit Bio vont non pas conclure, parce qu'il ne peut pas y avoir de conclusion, mais les perspectives sur les pouvoirs qu'on pourrait donner à la culture. Vaste sujet, vaste programme. Je vous rassure tout de suite, vous n'aurez toujours pas la réponse à vos questions. À vous la parole. Bonjour, on va essayer de donner quelques réponses, cher Michelangelo. Je voulais vous dire bonjour à tous d'abord, vous dire aussi qu'au nom du Point, mon magazine, je suis très heureux d'avoir l'honneur de modérer, comme on dit. J'adore le mot modérer parce que ça veut dire qu'il y a de l'enthousiasme, il y a du débordement, il y a de la vie, et on adore quand il y a de la vie. Donc je suis honoré de modérer cette séance de clôture, sobrement mais ambitieusement intitulée « Perspective, quel pouvoir donner à la culture ?» Alors, je vais vous présenter mon premier invité, Michelangelo Pistoletto, prix Premium Imperiale, qui est un peu le Nobel de l'art, hein, un petit peu. L'un de nos plus grands artistes, dont vous avez pu voir les œuvres dans le monde entier, mais notamment au Louvre. Ça s'est terminé en septembre, c'était les 6 derniers mois de l'année. Le Louvre qui, pour l'occasion, portait sur la pyramide un étrange symbole dont vous allez nous parler, Michelangelo. Une sorte de signe ressemblant au signe mathématique de l'infini, mais avec une troisième boucle au milieu. On y reviendra. Alors Pistoletto, c'est l'un de nos plus grands artistes et surtout c'est l'un des rares artistes à penser que l'art non seulement peut, mais doit changer le monde, plutôt que de changer le compte en banque de l'artiste. Pistoletto, c'est un Italien qui croit au paradis. Il a d'ailleurs systématisé cette croyance dans son livre manifeste intitulé « Le troisième paradis ». C'est aussi un artiste qui fait du spectateur l'acteur de ses œuvres, puisqu'il a inventé en 1962, je crois, les fameux tableaux miroirs. En fait, vous avez une plaque d'inox polie, réfléchissante, sur laquelle est imprimée par sérigraphie une image, ce qui fait que lorsque le spectateur s'approche, eh bien, son reflet fait qu'il devient aussi un acteur de ce tableau miroir. Est-ce que je dis pas trop de bêtises ? Prenez le micro, parce que si je dis des bêtises, il faut me corriger. Non, pas de bêtises. Et puis on aura donc Aurélie Filippetti qui arrive d'ici 10 minutes, un quart d'heure, qui est à la préfecture et qui nous rejoindra. Alors d'abord un mot sur ces perspectives de l'intitulé. C'est important la perspective, c'est une technique de représentation qui a eu son importance au Palais des Papes, ici même, de nombreuses fresques en témoignent. Mais ce n'est pas seulement une technique, la perspective, c'est aussi un chemin. Je pense à la perspective Nevski à Saint-Pétersbourg, un chemin
une avenue, c'est-à-dire un endroit où l'on marche, où l'on avance, mais c'est aussi, disait Diderot, l'une des deux qualités essentielles de l'artiste. Deux qualités essentielles de l'artiste, disait-il, la morale et la perspective. C'est donc fondamental la perspective, et c'est fondamental de mettre les choses en perspective, comme on dit, de leur donner du champ et de l'avenir. Alors quelles choses? Eh bien ces choses qu'on a entendues au terme de ces 3 jours de forum consacrés au pouvoir de la culture. Il a été question, on l'a vu ce matin, de culture comme arme de paix, sous le haut patronage de Camus, empêcher que le monde ne se défasse, peut-être. 3 jours où il a été aussi question beaucoup d'Europe et d'identité. La culture, c'est ce qu'on est, et on se souviendra, je crois, longtemps du proverbe lancé par Abdulaziz Mbaye, ministre de la Culture du Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on met un bout de bois dans l'eau qu'il devient un crocodile. On se souviendra aussi d'une performance autour du mot jouir, qui doit aussi nous rappeler que la culture, c'est aussi peut-être d'abord du plaisir. Et puis on se souviendra de la proposition par Louvre Alliance de la création d'un ministère de l'esprit, qui serait le premier ministère européen, ça aurait quand même beaucoup d'allure, l'esprit du temps, le temps de l'esprit peut-être. Et puis il a été question de remettre aussi en politique, on en parlera avec Aurélie Filippetti, l'idée de remettre un philosophe auprès du prince, de réinjecter de la culture à côté du technique, d'optimiser l'être et non seulement les budgets. Il était question de jeunesse, d'amour, d'Erasme et d'Erasmus, et de tout un tas de choses stimulantes, énergisantes, inquiétantes aussi peut-être, car ce forum d'Avignon pose aussi la question de nombreuses incertitudes, dans un monde qui change, qui glisse, qui mute, de plus en plus numérique, pour le meilleur, on l'a vu avec l'hackathon, ou pour le pire peut-être quand il est dominé par des plateformes monopolistiques. Le temps des questionnements dans un monde dont l'or noir s'appelle les data. En 24 heures, je dis quelques chiffres, 4,5 milliards de recherches sont effectuées sur Google, 104 000 heures de vidéos sont mises en ligne sur YouTube, 400 millions de tweets sont postés et 2,5 trillions d'octets de données sont générés. C'est-à-dire une montagne de traces numériques et une véritable mine d'or pour qui sait traiter ces informations. Il a été aussi question des Européens, des Européennes, de la montée ici ou là des phénomènes de repli, et ça aussi on aura l'occasion d'en parler avec la ministre. Mais d'abord je me tourne vers Michelangelo Pistoletto. Première question, vous voulez donc changer le monde, vous le dites, l'art doit changer le monde. Qu'est-ce que c'est que ce 3e paradis que vous nous promettez? Le 3e paradis, c'est un symbole. C'est un symbole qui nous ouvre une vision. Vous avez parlé de perspective. Nous venons de la perspective de l'ancienne Europe, à partir de Florence, si on veut. Et bon, on se retrouve aujourd'hui de nouveau au centre de l'Europe, ici. Et oui, à Avignon, ici. À Avignon, hein, dans un symbole très, très fort. On est en train de travailler aujourd'hui avec Monsieur Barroso le New Narrative for Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le New Narrative for Europe? Ça veut dire que nous sommes en train de chercher une relation entre la vieille perspective qui était née en Europe et la nouvelle perspective que peut-être nous ici on est en train de mettre en condition de partir. Et vous la voyez comment, cette nouvelle perspective qu'on est en train de mettre en chemin? Moi, j'ai fait ce signe. Vous savez, l'artiste est symbolique. On a vu beaucoup de dessins, ils sont tous très symboliques. Même les. Ah ben il est là, regardez, on le voit. Voilà. On le voit, votre symbole. Même les caricatures sont symboliques. Donc, c'est une expression que l'art peut donner au monde, et c'est le symbole. Et donc, vous avez parlé de miroir. Je suis parti, justement, début des années 60, avec la transformation de la toile en miroir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon autoportrait, j'ai cherché mon identité, mais en cherchant mon identité, j'utilisais le miroir qui était à côté de la toile. Et finalement, je n'étais pas heureux de voir que la réalité dans le miroir était toujours autre que mon interprétation. C'est-à-dire que vous voyez Pistoletto, de toute façon. Je voyais le Pistoletto, mais je devais transporter le Pistoletto de moi
au miroir et du miroir à la toile. Ben, finalement, j'ai dit, mais pourquoi pas la toile, mettre la toile à la place du miroir et vice-versa. Et c'est à ce moment-là que, finalement, mon autoportrait est devenu l'autoportrait du monde. C'est-à-dire, tout le monde a pu, finalement, entrer avec son image, tout le monde, dans le tableau. Et donc le tableau était un espace virtuel, bien sûr, parce que, mais aussi Internet, c'est un espace virtuel. Donc je pourrais dire que le miroir à ce moment-là, c'était comme une annonciation de ce qu'aurait pu être Internet, de la façon technique et pratique. Bah, d'ailleurs, on parle souvent du narcissisme d'Internet aussi, des données de Facebook comme grande machine narcissique. On est dans l'idée du miroir aussi, oui, de renvoyer une image. Mais c'est le miroir du monde, parce que là, qu'est-ce qui se passe dans le miroir? On se voit, mais on voit tout de suite celui qui est à côté de vous, mais aussi quelqu'un qui est très distant, qui va passer peut-être demain là-devant. Mais en même temps que vous voyez ici, quelqu'un se voit dans le miroir n'importe où. Mais alors là, je vous arrête, vous me parlez de miroir, c'est très bien, mais moi je vois pas, moi le paradis, ça m'excite. Vous m'annoncez le paradis, vous nous promettez le paradis. Non, je veux en savoir plus. Je suis parti de miroir pour dire comment une dynamique nouvelle se présente dans l'œuvre d'art. C'est la dynamique de la présence du spectateur. Donc en même temps, c'est le désir de mettre en fonction ce que le tableau propose, de mettre en fonction le rapport entre l'artiste et le monde, et le public. Alors je me suis tourné vers le public et je me suis vu avec les yeux derrière la tête, dans le miroir, et plus j'entre dans la vie, dans le monde où les gens existent et j'en vis, plus je m'enfonce dans le miroir, par reflet. Donc, alors, c'est cette façon d'être impliqué avec le monde qui m'amène à penser qu'il faut que l'art prend une responsabilité de base. Et avec ce signe, je pense que je peux donner cette vision qui est une nouvelle perspective, qui repart pas seulement de la Renaissance, mais de très loin, du premier paradis. Oui, alors le premier paradis, c'est quoi? C'est l'homme dans la nature? Voilà. Ouais. Le premier paradis, c'est le temps dans lequel l'être humain était totalement entasté dans la, comme on dit, intrigué. Comment on dirait en italien? Est-ce que c'est beau? On va parler un peu italien. Oui, mais je suis italien aussi. Totalement concerné. Oui. En harmonie, quoi. En harmonie avec la nature. Ouais. Et le deuxième est le paradis artificiel. Qui a commencé à exister. Là, c'est la pomme que vous avez vue. C'est intéressant, on va en parler. Le premier paradis, c'était la pomme, vous savez. Ouais. Mais à un certain moment, la pomme a été mordue. À ce moment-là, la morsure de la pomme signifie le détachement de l'être humain de la nature. Et du jardin, en fait. Et du jardin, parce que le jardin, le mot paradis, c'est le jardin protégé. En persan, hein, c'est ça? En persan, ouais. En vieux persan. Donc, le jardin. Mais vous savez, aujourd'hui, si on regarde par exemple, Apple, le symbole de Apple est un symbole de ce pomme mordue. Mais c'est la connaissance aussi. Mais ça veut dire, voilà. Oui, c'est ça, mais c'est la connaissance, mais en même temps, c'est le monde artificiel. C'est-à-dire que c'est le deuxième paradis, c'est le monde artificiel. Il y a la pomme de l'arbre de la connaissance du jardin, premier paradis. Oui. Et ensuite, le paradis artificiel. On a mordu la pomme. Voilà. On s'est détaché de la nature et on a créé Apple. Voilà. C'est aussi Apple, c'est un symbole. Oui, tout à fait. C'est un symbole. Ouais. C'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce symbole qui vient de la liturgie de l'Église et tout ça. C'est pas par hasard. Donc, ils ont
ils ont fait ça. Mais vous voyez, ce deuxième paradis, on est en train de parler de ça. Ici, on est en train de parler les data, les big data, tout ça, c'est quand même le deuxième paradis. Voilà. Mais je pense que on doit considérer que à côté de la merveille qu'on a créée avec toute la nouvelle technologie, on est aussi en train de détruire le monde en même temps. Pourquoi vous dites ça? Le monde naturel, c'est-à-dire aussi l'humanité, est en grave crise, non? Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant, c'est le troisième paradis, c'est-à-dire c'est la perspective du futur, c'est celle de mettre ensemble, en harmonie, harmoniser la nature et l'artifice. Oui, est-ce que vous en appelez à une nouvelle renaissance sans laquelle, dites-vous, l'humanité a peu de chances de survivre encore longtemps? Donc les pouvoirs de la culture, c'est ça pour vous, de nous aider à survivre, rien moins que ça? Oui, la culture, pour moi, la culture, comme vous avez compris, elle part de l'art. Et l'art moderne, dans le XXe siècle, est devenu autonome de toute représentation. Avant, l'art racontait les histoires religieuses, du pouvoir, du peuple, tout ça. Les grands mythes. Des grands mythes et tout ça. Mais aujourd'hui, cette image du passé doit dépasser le présent pour aller vers le futur. Et alors c'est ça que le troisième paradis doit se développer. Donc si on n'arrive pas à mettre ensemble, à mettre en équilibre nature et artifice, bon, vous voyez, on ne peut pas être optimiste tout le temps. Oui, mais vous dites on voit, mais quand vous dites que sans culture, c'est-à-dire sans art, pour vous, que l'humanité risque de ne pas survivre, de se détruire. Mais parce que l'art s'est libéré, j'étais en train de dire. L'art s'est libéré totalement, elle s'est rendue autonome, et avec cette autonomie, elle a gagné le maximum de responsabilité. Plus tu es autonome, plus tu es libéré, plus tu es responsable. Il n'y a pas de responsabilité sans liberté, mais aussi vice-versa. Donc l'art est, je crois, l'élément le plus libre qu'on peut trouver dans tous les systèmes de la vie commune. Et donc, c'est avec cette liberté qu'il faut que ce troisième paradis se présente comme le futur de la responsabilité. Parce que c'est l'art qui va amener une responsabilité à travers la liberté. Parce que la liberté toute seule ne vaut rien. Et c'est quoi cette responsabilité de l'art ou de l'artiste ? L'art responsable, moi je trouve ça effrayant. L'art, c'est la liberté, c'est de repousser les frontières, c'est au contraire d'essayer de ne pas être responsable. C'est le contraire. Plus tu es libre, plus tu es responsable. Quelqu'un qui est à la direction de n'importe quelle organisation est plus libre parce qu'il a la possibilité de décider, mais il est plus responsable. Et à la sommet de toute cette liberté, il y a l'art. Donc c'est de l'art qu'il faut repartir pour trouver le maximum de liberté et de responsabilité. Et tout ça va dans tous les domaines de la vie sociale, c'est-à-dire l'économie, la politique, la communication, tout genre de choses. Il faut aussi que l'artiste puisse donner à chacun de nous, donner un peu plus de liberté et pour lui donner en même temps la responsabilité de cette liberté. Donc les pouvoirs de la culture, et donc de l'art, pour vous, puisque la culture c'est l'art, c'est de nous rendre plus libres. Et plus responsables. Plus libre, mais la liberté sans responsabilité ne vaut rien. Parce que vous ne vous contentez pas de faire des œuvres. Écoutez, le premier paradis est le paradis de l'ignorance. Le deuxième est le paradis de la connaissance. Mais avec la connaissance, maintenant, on passe au paradis de la responsabilité. Donc c'est de l'art éthique, presque au sens grec. C'est l'art esthétique pour l'éthique et vice-versa. Éthique, il faudrait, voilà, on pourrait inventer le mot éthique, on met un H supplémentaire. Éthique, voilà. Voilà. Parce que vous ne vous contentez pas de faire des œuvres, vous construisez des villes, enfin des petites villes. Je pense à cette Città dell'Arte, la ville de l'art, en fait, que vous avez créée dans une ancienne filature.
Oui. à Biella, dans le Piémont, qui est votre ville natale, Oui. hein, qui abrite une fondation, et ça je voudrais que vous nous racontiez un peu comment ça se passe, où toutes les disciplines, donc on est dans cette responsabilité, l'économie, la sociologie, la politique, l'éducation, la mode, la spiritualité aussi, hein, il y a la religion, entrent en résonance. Et vous avez cette phrase qui, moi, m'a choqué. Mais vous allez m'expliquer parce qu'elle est centrale quand on parle des pouvoirs de la culture. Vous avez dit l'art ne doit pas avoir pour seule fin d'entrer dans les musées, jusque-là je suis totalement d'accord, mais l'art doit être utile. Mais utile à quoi? Mais je viens de le dire. Mais, oui, mais être responsable, mais utile. L'art utile. Ça veut dire, parce qu'avec Città dell'Arte, je ne suis pas resté dans une dimension comment dire, virtuelle. Avec Città dell'Arte, je crée une sorte d'institution nouvelle. Parce que dans les années 60, en moitié des années 60, on sortait dans la rue. 68, c'était les gens dans la rue. C'était la recherche de la liberté déjà dans le social, si on veut. Des logos un peu partout, oui, qui n'étaient pas celui-là, mais d'autres. Faites l'amour, ne faites pas la guerre et tout ça. Mais après, la politique est revenue et a fait des désastres. Ça, c'est chez vous, ça? Ça ou c'est l'ancienne, c'est la Città dell'Arte? Non, ça c'est partout. Ça c'est quoi alors? Il y a la participation parce qu'on a créé le 21 décembre, le jour de la fin du monde. Vous savez que ça a été, on a eu l'année passée, cette idée de la fin du monde. On a créé le début, hein, c'est-à-dire la Renaissance, le Rebirth Day, le jour de la Renaissance. Et donc c'est une fête que tout le monde peut participer, dans laquelle tout le monde peut participer. Et c'est justement avec cette participation qu'on prend responsabilité, on se met dans une situation artistique qui fait qu'on peut faire une grande œuvre d'art mondiale, tous ensemble, et c'est une grande fête. C'est une fête qui n'est pas seulement une fête par elle-même, mais c'est une fête avec une signification très forte, que chacun prend une petite partie de cette transformation. Cette transformation ne vient plus seulement de haut, mais il vient de bas, il vient de chacun. Pour commencer, il faut penser que pour créer la société, il faut être deux. Hein, deux, et après 4, après 8, et donc la société est faite par une quantité de gens. Voilà. Ça va? Oui. Voilà. Bonjour. Alors, nous avons commencé avec Michelangelo Pistoletto. Alors, deuxième invité, Aurélie Filippetti, notre ministre de la Culture et de la Communication, normalienne, agrégée de lettres classiques, qui connaît donc l'importance aussi des mondes anciens, hein, on en a parlé un petit peu, et qui est aussi un écrivain très contemporain auquel on doit notamment, sous la férule du regretté Jean-Marc Roberts, les derniers jours de la classe ouvrière. Aurélie Filippetti, qui, je crois, sait l'importance cruciale de la culture, pas seulement comme un supplément d'âme, mais comme un levier de croissance. Alors, je voudrais commencer, j'ai un peu résumé ce qui s'était passé pendant ce forum d'Avignon en termes d'espérance et aussi de questionnement. Et je voudrais commencer avec vous. C'est le temps des questionnements, et c'est le temps aussi des questionnements sur les pouvoirs de l'État, des pouvoirs de la culture. Je voudrais vous poser la question assez concrètement. Madame la ministre, jeudi à 18h, il était question d'une chose. Est-ce que l'État a encore véritablement un pouvoir sur la culture? Est-ce que c'est souhaitable que l'État ait un pouvoir sur la culture? Et enfin, et vous y répondrez comme vous voulez, c'est un peu un flot de questions, dans une perspective mondiale, comment on agit dans un monde, vous en avez parlé hier, où les grandes plateformes culturelles sont souvent américaines et où la Chine, par exemple, dépense des millions de yuan pour diffuser ce qu'elle appelle son soft power, sa force douce, dit-elle. Comment fait l'État français, comment fait l'Europe, et comment on développe ces pouvoirs de la culture? Est-ce que l'État a encore un pouvoir sur la culture? D'abord, je pense que le but de l'État, c'est pas d'avoir un pouvoir sur la culture. C'est d'exercer un pouvoir qui peut se déployer dans plusieurs directions,
notamment un pouvoir régulateur, bien sûr, et d'affirmer l'importance de pouvoir défendre, préserver, financer les secteurs culturels, de préserver la spécificité des mécanismes qui permettent justement l'expression artistique, l'expression des créateurs et la diffusion de la culture. Et donc, en quelque sorte, d'organiser un terreau qui soit le plus fertile possible pour que la liberté des créateurs puisse s'exprimer. Parce que, évidemment, en tout cas dans une société démocratique, le but de l'État n'est pas de tenir la main, la plume ou le burin des créateurs ou des artistes. Alors, heureusement, le pouvoir de l'État, de l'État culturel en France, qui est une grande tradition, qui ne remonte pas à la Ve République, d'ailleurs, qui est bien antérieure à cela, il est encore très présent. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est que finalement, à chaque fois, j'allais dire, l'intitulé de la réunion de ce matin, c'est les pouvoirs de la culture. Mais effectivement, c'est aussi le pouvoir de la culture. Parce qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation, de civilisation puissante, qui ne soit pas une civilisation culturelle. Et que les traces qui ont été laissées par les grandes civilisations sont toujours des traces culturelles. Donc aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est de pouvoir, par exemple au sein de l'Union européenne, pour la France, c'est de pouvoir porter haut et fort la nécessité de préserver ce qu'on appelle l'exception culturelle, de la préserver, de l'affirmer comme un outil de modernité pour permettre que s'organise une régulation économique de la culture et qu'il la fasse échapper à la main invisible du marché. Donc on est dans la responsabilité dont parlait Michelangelo Pistoletto. L'art, la culture, donc l'art pour lui, comme outil de responsabilité. Mais il y a un deuxième aspect qui est indispensable pour l'État, c'est que l'État, c'est le garant de l'égalité entre les citoyens et de l'égalité entre les territoires. Et le rôle de l'État, ce n'est pas d'organiser une politique centralisée de la culture, mais c'est de garantir qu'il ne se creuse pas des inégalités plus importantes encore que celles qui existent, et on le sait malheureusement, dans la constitution ou la transmission du capital culturel. Le rôle de l'État, c'est donc de permettre aux artistes, aux créateurs d'émerger de tous les milieux, de tous les secteurs. Ça implique de travailler très en amont, très jeune, sur les plus jeunes, sur les enfants, pour que tous les enfants de France, c'est pour ça que moi j'insiste tellement sur l'éducation artistique, c'est parce que ça permet de faire émerger en eux, évidemment, la flamme et l'amour de la culture, et l'égalité, c'est aussi l'égalité dans la diffusion, dans l'accès à la culture, mais avec une impulsion tout au long de la vie, avec une impulsion très forte et indispensable. Qu'est-ce qu'en pense l'artiste qui n'a plus de micro? Sur cette idée d'un État qui impulserait une éducation artistique. Oui, mais je suis très intéressé. Je pose une question au ministre. Mais vous parlez de l'État. Et moi, je suis italien, par exemple. Donc, pour moi, mon État maintenant commence à être l'Europe, par exemple. Hein? Ça, c'est pour moi, c'est très important. Donc, la culture, c'est quelque chose qui devrait circuler et faire marcher des rapports nouveaux entre les différentes traditions, si on veut, non, les différents États. Alors, est-ce que vous pensez ça, c'est une voie possible? Hier, je vous interromps parce que justement, il y a eu ce jeune Suédois qui s'est levé. Qui vous a dit qu'il vous... Mais sur la remarque de Michelangelo, bien sûr, enfin, l'État, on parle de l'État, en fait, on pourrait parler tout simplement du pouvoir politique. Est-ce qu'il y a une légitimité du pouvoir politique? Quelle est-elle en matière culturelle? Quel que soit le niveau d'intervention, qui peut être la cité-État en Italie au moment du Quattrocento, ou l'Europe ou l'Union européenne aujourd'hui, bien entendu. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'État n'est pas, le pouvoir politique n'est pas là pour instrumentaliser la culture, il est là pour lui permettre de se développer, d'émerger et de rencontrer son public et de profiter, de permettre à tous de profiter. Pour changer, pour renouveler. Mais il y a quand même un peu une contradiction aussi, c'est vrai, entre le pouvoir et la culture. Et heureusement.
Parce que finalement, la culture, elle est toujours un peu contre le pouvoir. Oui, elle est sauf toujours au subversive. Quattrocento où justement les princes étaient les mécènes des artistes. Oui, mais la vision que donnaient les artistes du pouvoir n'est pas toujours extrêmement reluisante, même si elle était commandée ou financée. Exactement, mais c'est intéressant, ça par le rapparaît. pouvoir. mais Et c'est ce qui fait je d'ailleurs pense que c'est maintenant- réjouissant. Je pense que maintenant, ce n'est plus le temps de critiquer. Ce n'est plus le moment d'aller contre. C'est le moment de proposer. Ouais. Hein, il faut proposer ensemble. Alors, c'est ça qui est important. est-ce que vous étiez là hier quand elle est intervenue? Il y a un Suédois qui vous a dit d'abord qu'il vous trouvait belle. Bon, ça c'était agréable, etc. Mais surtout après, Non, il a posé... dit que, parce qu'on était trois, Ouais. il a qui dit vous trouvait beau. qu'on était beaux tous les Très trois. bien. Parce que Ouais, je ouais, pense c'est vrai, on va pas faire il y avait une de jaloux. image de diversité dans Exactement. les profils des trois ministres qui étaient là, qui étaient intéressantes et qui donnaient une image un peu... Les trois grâces. C'était les trois grâces, exactement. Les trois grâces, mais ça allait. C'est après que ça s'est corsé. Il a dit « Je me sens davantage citoyen d'un monde global que citoyen européen ou suédois. Alors pourquoi me parlez-vous d'Europe de la culture ?» C'est la question. Et qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est vrai, dans un monde global, dans un monde où les plateformes sont américaines, où on navigue d'un pays à l'autre, comment on agit d'un point de vue européen? Et est-ce que c'est pertinent, au fond, de parler d'Europe de la culture? C'était la question de Michelangelo. Moi, je demande à Madame le ministre si elle veut nous aider à répondre sur ça. Il cligne de l'œil. En faisant le parti de la culture et après je fais le parti de politique. En fait, l'Europe elle n'est pas là pour assigner des citoyens à résidence identitaire. Donc on n'est pas en train de définir une sorte de carte d'identité du citoyen européen ou du citoyen français. La culture, au contraire, elle nous permet de franchir nos propres frontières intérieures. Et donc de dépasser nos identités nationales, locales, régionales, etc. et d'aller à la rencontre de l'autre. Mais parfois, et c'est ça aussi le propre de l'artiste, c'est que c'est au cœur de la plus profonde intimité, de la plus grande singularité, celle de l'artiste qui est unique, que l'on peut avoir cette rencontre avec l'autre, c'est l'intersubjectivité, voilà. Et donc, finalement, en allant chercher au cœur de ce qui nous constitue, à chacun d'entre nous, avec nos histoires, nos parcours, nos origines, on peut, si on a cette démarche-là, qui est une démarche d'ouverture et d'une vision culturelle très forte et très ambitieuse, eh bien, on peut tracer aussi un avenir commun. En tout cas, le projet... Pour moi, l'Europe de la culture, c'est évidemment pas de définir une culture européenne. Non. Parce que ça serait très difficile. Ça, c'est très dangereux. Mais c'est de définir un espace pour la culture en Europe. Et pourquoi un espace pour la culture en Europe? L'Europe est très responsable aussi parce que entre l'Europe et l'Amérique, on a créé une sorte de nouveau système scientifique, technologique et tout ça, que maintenant est en train de mettre en relation le monde entier. Donc, c'est vrai. Donc, on commence à se retrouver en crise, une crise ici, que peut-être dans le monde qui n'avait pas les mêmes avantages avant, il va l'avoir plus tard. Tu vois, c'est une crise que nous avons d'abord, d'une certaine façon, et une crise de système, de système économique et politique et tout ça, et culturel. Et donc, peut-être nous sommes en crise de la croissance avant que les autres, hein, peut-être. Il faut faire attention, parce que quand tout le monde va arriver à la même dimension d'invasion humaine dans le monde, et avec le même désir d'avoir cette possibilité de consommation générale comme nous. Hein. Consommation, c'est drôle d'ailleurs. Hein oui. Consommation, on revient à la destruction du monde dont vous parliez. Les produits, de la production, on prend tous ces produits qu'on produit sur la Terre, on les fait sortir dessous de la Terre et sur la planète. Donc, on est en train de créer des graves conditions. Et nous, on peut voir peut-être un peu plus loin, dans ce sens, de la responsabilité. Non ? Oui, parce qu'il a beaucoup parlé de responsabilité tout à l'heure, que l'artiste doit être responsable. Voilà, est éthique.
Mais nous avons gagné une grande liberté que peut-être beaucoup de pays, peut-être, sûrement en Afrique, en Sud-Amérique, en Asie, c'est justement, ils sont justement en train de gagner une liberté économique et tout ça. Mais on voit par exemple, exemple, n'est pas généralisé, il est toujours limité, mais quand même, ils sont en train de gagner une liberté. Mais alors, c'est une responsabilité mondiale qui doit se développer. Mais concrètement, Madame la Ministre, puisque vous parliez de la Chine par exemple, la Chine qui a une politique, enfin le soft power est un objectif d'État pour les Chinois. Ils ont même un terme, ils ont un autre terme pour, je parle pas chinois, mais qui s'appelle force douce pour parler. D'ailleurs, c'est la traduction de soft power. Qui multiplie les instituts Confucius dans le monde entier pour diffuser la langue. On a appris hier qu'ils allaient construire le musée des cultures africaines, enfin ce sont des opérateurs chinois. Comment on fait concrètement au niveau français, européen, ou en se mettant à plusieurs pour finalement la construire, cette Europe de la culture, cette Europe de la liberté, cette Europe de la création, cette Europe où les enfants apprendront auprès par exemple de Michelangelo via les programmes d'éducation artistique. Comment on fait face à ça? Et d'autre part, les grands opérateurs, les plateformes de diffusion de culture que sont Google, que sont Facebook, que sont Twitter, qui sont des plateformes américaines. Quelle place l'Europe a là-dedans? D'abord, l'Europe, elle est la terre de la liberté de la création, enfin, historiquement. Et elle est aussi la terre où s'est constitué, en Grèce, au 5e siècle, avant notre ère, un espace de débat politique dans la cité, polis, qui s'appelait le théâtre, et où donc le lien entre politique et culture a été en quelque sorte, a été créé, inventé. Et c'est ce berceau-là. Aujourd'hui, nous en sommes les héritiers, mais en même temps, on n'a pas à rougir de l'héritage qu'on a aujourd'hui en Europe. L'Europe est une grande puissance culturelle, est une grande force, est une terre où les artistes sont nombreux, sont fertiles, où les artistes rayonnent, où une terre d'accueil aussi pour un grand nombre d'artistes de tous les pays, de tous les continents, et évidemment en particulier aussi ceux qui sont opprimés chez eux. Pensons à la Chine. La Chine n'est pas une terre de liberté de la création. Qu'on pense à Ai Weiwei, qui travaille à Berlin, qui a été exposé à Venise à la dernière biennale. Mais il y a un grand nombre d'artistes chinois qui aujourd'hui ne peuvent pas s'exprimer avec la liberté qui leur est nécessaire dans leur propre pays. Alors évidemment, comme tous les artistes, ils savent trouver des moyens pour contourner, échapper, utiliser cette contrainte-là. Notamment ces plateformes dont on parlait. Voilà, bien sûr. Mais la force de l'Europe, c'est d'incarner cette liberté et cette diversité de la création. Et bien entendu, alors on a aussi les menaces de concentration qui sont les grandes concentrations de ces oligopoles du net qui se sont constitués avec ces plateformes. Mais et c'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait une Europe qui soit fière de sa spécificité. La spécificité, c'est quoi en Europe? C'est que nous avons des industries de contenu qui sont rayonnantes. Nous avons des artistes, nous avons des créateurs. Alors, on a aujourd'hui besoin de réaffirmer la nécessité d'avoir une prééminence des contenus, ce très vilain mot, en tout cas de la création, du message qu'on véhicule, de la représentation qu'on donne du monde. Et c'est ça, c'est sur cette capacité à représenter le monde qu'on ne doit pas et jamais céder. Et donc, on ne doit pas laisser les plateformes imposer des modes de consommation, de diffusion de la culture qui homogénéisent l'ensemble des produits culturels, qui normalisent. Ça, on doit se battre pour ça. C'est pour ça que la France s'est battue avec vigueur, avec acharnement pour l'exception culturelle dans le traité de libre-échange au mois de mai dernier. Et c'est cette capacité à intégrer les nouveaux acteurs du numérique dans notre mécanisme d'exception culturelle, c'est ça qu'on a gagné, qu'on a préservé au mois de mai dernier. L'enjeu, c'était pas de dire il faut qu'on puisse continuer à défendre la possibilité de diffuser des artistes français ou européens sur les chaînes de radio traditionnelles. L'enjeu, c'était de dire demain, aujourd'hui, avec les acteurs du numérique, avec les plateformes du numérique, il faut qu'on puisse inventer des systèmes de valorisation de cette diversité de la création, y compris sur les plateformes. Et on est en train de les inventer, ces systèmes, ça se bien sûr, on est en train de les inventer, et en tout cas, on a les outils pour le faire. Et c'est un enjeu
c'est un enjeu de souveraineté, mais au-delà de la souveraineté, parce que bon, c'est pas la puissance quand on parle de soft power. D'abord, pour moi, c'est pas un soft power, c'est un hard power. Enfin, ouais. C'est une vraie puissance, une puissance vraiment fondamentale. Et c'est la capacité de représenter le monde. Cette capacité de représentation, c'est le sens qu'on donne au monde. Et ça, ce sont les créateurs, ce sont les artistes, ce sont nos industries créatives. Mais comment on fait, par exemple, pour faire remonter les artistes européens ou les productions universitaires européennes dans les moteurs de recherche qui sont américains et qui favorisent justement les productions américaines ou les artistes anglo-saxons, quoi. Comment on fait ? Il faut qu'on puisse continuer à défendre cette diversité culturelle. On sait qu'on va renégocier. L'autre enjeu, c'est la Convention sur la diversité culturelle qui date de 2005. Maintenant, on doit l'adapter. C'est la demande française. On doit l'adapter pour l'intégrer à l'ère numérique. Et c'est pas seulement, évidemment, une demande pour la France, pour les créateurs français, même européens. C'est l'ensemble des pays du monde qui, évidemment, partagent cette préoccupation. L'ère numérique, c'est bien, mais on doit penser déjà à une ère dans le numérique et le pratique de la vie simple, de la vie physique, quotidienne, il se retrouve. C'est ça qui est très important. Je crois, par exemple, qu'il faut trouver des petites solutions locales, physiques, de commerce, de rapport, de la recréation de la base. À partir de la campagne, à partir des produits. C'est très italien, ça. Il faut repartir. Slow food et les locavores. Voilà, tout ça. Il faut repartir de. Parler de risotto hier. De ça, il faut repartir. Mais ça ne veut pas dire qu'on se limite dans le petit. C'est que le grand est fait par beaucoup de petits, beaucoup de petites solutions qui n'arrivent pas seulement de haut, mais qui produisent quelque chose de démocratique. La vraie démocratie, c'est une démocratie productive, d'une vision, d'une participation nouvelle. Sans participation, il n'y a pas de démocratie. Mais la participation, ce n'est pas seulement dans le numérique, c'est dans la vie quotidienne, c'est dans le système. Donc la politique s'occupe d'organiser, de mettre ensemble des gens qui sont un peu plus cultivés, qui comprennent un peu plus, qui peuvent participer un peu mieux aussi avec la possibilité de guider la politique. Ce n'est pas seulement la politique qui guide le peuple, il faut que le peuple puisse, dans un tel sens, je dis toujours, être plus libre, mais aussi un peu plus évoluer, un peu cultiver, grandir, quoi, voilà. Cultiver pour pouvoir discuter. Voilà. Alors, Madame la Ministre, vous avez parlé de la Grèce, justement notre berceau démocratique. La Grèce aujourd'hui, elle a à faire face à une terrible montée de fascisme, avec l'aube dorée. Est-ce que l'un des pouvoirs de la culture, ce n'est pas d'essayer d'enrayer, c'est la culture dont vous parlez, Michelangelo, d'enrayer cette méfiance, cette crispation, cette haine qui, lorsqu'elle est politiquement systématisée, s'appelle le fascisme? Oui, malheureusement, il n'y a pas que la Grèce. Enfin, en France, on n'est pas très bien placé pour donner des leçons à la Grèce ou à qui que ce soit d'autre sur les mouvements extrémistes. Quand on voit la place et l'importance du Front National aujourd'hui dans notre pays, donc il faut rappeler qu'en plus, l'enjeu, c'est un enjeu culturel. La lutte contre les mouvements extrémistes passe aussi par la culture. D'abord parce que les premières cibles des pouvoirs totalitaires, extrémistes, qui s'inscrivent dans cette filiation idéologique-là, les premières cibles, c'est toujours la culture. Et ici, dans cette région, les communes... Les religions sont très un problème qu'il faut regarder. Attention, on est au Palais des Papes quand même. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut en parler ici. Il faut en parler justement ici, parce qu'on a vu comment les religions et les politiques ont toujours croisé la prosécution du monde entier, dans le monde entier. Et aujourd'hui, on est encore dans les mêmes problèmes du Moyen-Âge, dans un sens. Et donc, il y a un système de profit qui profite de cette situation. Oui, c'est ça le phénomène. C'est pas seulement le phénomène religieux, c'est le profit économique de pouvoir qui profite de cette situation. Donc la religion est très utile pour créer des problèmes qui vont être utiles pour
pour des groupes très petits dans le monde qui sont aussi capables de travailler très bien avec le numérique. Ah oui, ils sont très isolés. Oui, l'extrémisme est très actif sur le numérique. Voilà. Donc attention. Il nous reste 5 minutes. Oui, pardon. Mais les mouvements extrémistes, ils ont toujours tendance à confondre deux choses. Qui est d'abord le fait que l'art est exceptionnel. Un artiste est quelqu'un d'exceptionnel, oui, mais ça ne veut pas dire que l'art est élitiste. Et eux jouent là-dessus. Non, c'est le Au contraire. Et c'est ça qu'il faut à chaque fois démonter. C'est pas parce que l'art est exigeant que ça ne s'adresse pas à l'universalité de la communauté humaine. Ça. Parce que l'attaque contre l'élitisme, on l'entend partout. L'élitisme pour tous, on n'en parle jamais. Ce qui est la plus belle des définitions pour promouvoir la culture. Bien sûr, mais et justement, il n'y a qu'en ayant une vision très exigeante, très intransigeante même, de la nécessité de défendre et de promouvoir la plus grande qualité possible en matière de création. Ça implique de travailler sur les filières, sur la formation, sur la diffusion, de donner des moyens aux artistes, de défendre, voilà. Ne rien céder sur cette qualité-là, sur cette exigence-là, et en même temps avec la volonté, bien sûr un peu utopique, mais on a besoin de l'utopie pour donner du sens à la vie, de s'adresser à l'ensemble, à l'universalité, pas seulement au plus grand nombre, mais à tous. Mais vous savez, les artistes, comme on disait avant, les artistes, ils étaient seulement... l'avant-garde était en Europe et aux États-Unis, jusqu'à hier. Mais maintenant... on a des académies d'art partout dans le monde et des jeunes qui apprennent à être individuels, à créer une expression individuelle. Il n'y a plus un système d'avant-garde qui domine. Partout dans le monde, il y a il y a une universalité de la capacité individuelle d'utiliser la sensation individuelle et la communication. Donc, mais il ne faut pas que ces artistes restent isolés. Ces artistes ils doivent commencer à se mettre en rapport avec le monde. Alors tout ce que vous êtes en train de dire, cette communication, ce grand aide de la créativité pour faire passer des choses... qui sont peut-être parfois très dures, très difficiles, très techniques, comme la politique par exemple. Pourquoi l'artiste ne pourrait pas faire bouger et donner de l'imagination à tout ça? Justement, il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on essaie de dégager un petit appel d'air et qu'on s'adresse un peu à la jeunesse. Hier, il a été question d'Erasmus et c'est vrai que quand on regarde, Erasmus a été presque le seul programme qui nous a montré que l'Europe existait, que le déplacement existait, que la communication avec l'autre existait. Il y avait au XVIIIe siècle quelque chose qu'on appelait le Grand Tour, où en fait, quand on avait terminé ses études, on partait dans les pays d'Europe, dans les capitales, à la découverte des artistes, du passé, du présent, où on apprenait la langue de l'autre, où on apprenait aussi les langues anciennes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Madame la Ministre, un nouveau programme qui dépasserait Erasmus et qui serait cette espèce de parachèvement de l'être européen ou global, parce qu'on pourrait d'ailleurs l'élargir au-delà de l'Europe, un grand tour qui permettrait à un jeune homme ou une jeune femme qui a terminé ses études de passer de pays en pays, de l'aider, parce que ça coûte évidemment très cher, de pays en pays, aller à la rencontre de l'expression artistique de chacun de ces pays, peut-être qu'ils passeront à la fondation, à la Città dell'Arte de Michelangelo. Nous avons chaque année des artistes qui viennent de partout dans le monde, de toutes les langues, de toutes les cultures, et c'est très intéressant de voir comment ensemble ils produisent une nouvelle société, une petite société. Voilà. Ils s'aiment tous à la fin. Exactement. Ils s'engagent à créer des choses ensemble. C'est merveilleux de voir comment les différentes artistiques qui viennent vraiment de cultures différentes, ils sont heureux d'être ensemble. Voilà. Et ils produisent quelque chose qui n'existait pas. Une société nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Ce sont des expériments. Voilà, pour faire comprendre que la culture, c'est stimulant, c'est enrichissant, et que c'est structurant aussi pour les jeunes hommes et les jeunes femmes de demain. Un grand tour façon 18 ou 19e siècle. Bien sûr, et je pense que ça ne doit pas être limité
aux seuls artistes ou aux jeunes artistes. Ça doit ou ça devrait s'adresser à l'ensemble de la jeunesse, à tout le monde. Mais les artistes peuvent aider à se dresser avec des artistes, voilà. Avec des artistes. Les artistes, ils peuvent travailler sur ça. Mais parce que, en fait, la question, c'est comment faire un pas de côté, en fait. Faire un pas de côté par rapport au rythme, à la temporalité habituelle, routinière de la vie, par rapport au chemin qui semble tracé, notamment pour les jeunes, et ça a quelque chose d'extrêmement oppressant ou aliénant finalement, de se dire que les routes sont tracées déjà devant soi. Et parfois bouchées aussi, parfois. Et parfois, et malheureusement, l'impression souvent maintenant, de plus en plus, c'est que ces routes, elles sont en plus bouchées. Donc elles sont tracées et au bout, il y a un mur. Alors que justement, l'artiste et la confrontation avec l'autre permet de faire ce pas de côté. Et dans ce pas de côté, il y a aussi une belle leçon de vie, qui est que les grandes révolutions artistiques, comme les révolutions scientifiques, les grands chocs, les grandes transformations, ça ne s'est jamais fait avec quelque chose de linéaire. Ça a toujours été, à un moment, il y a une rupture épistémologique ou une rupture artistique. Vous avez utilisé Bachelard, un mot que j'ai écrit, ça fait 30 ans, le pas de côté. Ah bon? Ah, en plus, ben voilà. C'est le pas de torero. Ah, mais oui. Le système va droit. Bon, c'est le taureau. C'est un peu la signification de la corrida, non? Oui. C'est le taureau, c'est le système brut, hein, qui vient, et tu la tires, et après, un pas de côté, voilà. Le taureau s'en va. Avec grâce. Il est perdu. Avec grâce. Avec grâce. Grâce, voilà, c'est pas mal. Je pense que ça peut être... Après, il ne faut pas tuer le taureau. Moi, je préfère. On ne va pas faire un débat sur la tauromachie. Sans le tuer. Surtout à Avignon. Surtout à Avignon. Écoutez, merci beaucoup. Le pas de côté, c'est pas mal pour terminer ce forum. On est parti d'une perspective de ces longues avenues, au moins avec l'idée de marcher. Et puis la perspective, ça sera faire ce pas de côté, que ça prenne la forme d'un grand tour ou d'un émerveillement. Et puis le pas de côté peut nous mener à la Città dell'Arte de Michelangelo Pistoletto. Vous nous ferez un petit risotto pour les jeunes gens qui passent. Là, on cultive le riz. Hein. Voilà. Mais là, moi, je voudrais apprendre à tout le monde à faire ce nouveau site de l'infini qui est fait avec une ligne seule. Tout le monde peut le faire. Ouais. C'est le signe d'infini, mais il s'arrête. Il ne fait pas tout de suite la deuxième boucle, mais il fait un troisième. Ouais, c'est le pas de côté. La troisième boucle, c'est le paradis. Et c'est le pas de côté vers le troisième paradis. Voilà. Magnifique. Tout ça à la Cité des Papes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Michelangelo Pistoletto. Un immense merci. Je remets officiellement à la Ministre la déclaration du Forum d'Avignon sur les droits de l'internaute et la protection de ses données et les droits du créateur et donc la protection de la propriété intellectuelle, car il n'y a pas de culture sans propriété intellectuelle. Et nous pensons l'année prochaine, nous inspirant de ce que vous venez de dire, à un thème qui pourrait tourner autour de réformer par la culture, ou plutôt mieux, réformer grâce à la culture. Et Madame la Ministre, vous avez dit quelque chose de formidable, c'est que dans tout ça, il faut un peu d'utopie, que je pense que l'Europe, plus que jamais, manque d'utopie. La Chine, avec tous ses défauts, a une utopie, et retrouvons l'utopie du Quattrocento, même si le Quattrocento, certains n'étaient pas dans des situations formidables. Alors, merci, bravo. Madame, nous souhaitons vous accueillir l'année prochaine, que vous puissiez vous exprimer plus longtemps. Et pour chacun d'entre vous, donc maintenant vous avez une seule mission pour ceux qui prennent le train, vous dépêchez et vous dépêchez de prendre vos valises, de prendre vos vêtements pour monter dans le train et partir à l'heure. Voilà, je vous remets officiellement ce texte qui a un immense avantage, c'est qu'il est très clair.